Et puisque nous sommes dans un contexte de normalisation, de pacification après la guerre, il y a l'accord global inclusif qui a installé des cadres vice-présidents et des individus venus de toutes parts, qui n'ont pas nécessairement la crédibilité, la compétence qu'il faut, qui sont ministres, qui sont ici ou là, et des éléments étrangers qui sont des Rwandais qui sont là. Donc la situation est telle que le président de la République n'a pas objectivement tous les moyens de contrôle de la gestion du pays. Mais en tant que président de la République, il peut justement jongler là-dedans pour obtenir notamment et principalement d'ailleurs de la MONUC pour renforcer, ce qu'il a encore comme armée pour pouvoir rétablir l'ordre. Ou bien on est chef de l'État, ou bien on ne l'est pas. Ou bien on est ministre, ou bien on ne l'est pas. C'est pourquoi ceux qui exercent ces fonctions sont généralement des gens qui sortent de l'ordinaire. On ne met pas un homme ordinaire à la tête d'un pays, on ne met pas un homme ordinaire comme ministre. Il faut que les gens fassent preuve d'un courage particulier, de subtilité, de capacité. Vous comprenez? Si aujourd'hui on célèbre en France les gens comme De Gaulle, ils ont su jouer au milieu des forces centrifuges, centripètes, au milieu d'intérêts divergents, ils ont su jouer pour préserver l'intérêt de leur nation. En tout cas, c'est ce que le général-major Joseph Kabila est en train de nous prouver depuis qu'il est à la tête du pays. Mais quand même, la MONUC qui demande... Vous êtes sincère dans ce que vous dites là, M. Kalonga? Oui, j'assume ce que j'ai dit. La MONUC qui demande quand même au gouvernement, sachant les faiblesses, qui est en processus de réunification, mais qui demande quand même au gouvernement de s'assumer et de prendre ses responsabilités. Ça cache quoi, ça? C'est indécent, mais c'est aussi vrai. Indécent parce que la MONUC sait très bien, quand je parle de la MONUC, je vois l'ONU. C'est pas la MONUC, c'est une force de... qui a pourtant été renforcée et en hommes et en matériel. Bien sûr. Depuis... Mais souvenez-vous, le Congo était sous sécession, on avait l'ONUC ici qui jouait toujours le même jeu. Donc la MONUC, c'est l'ONU, c'est le Conseil de sécurité, ce sont les puissants qui ont armé les Rwandais pour pouvoir insécuriser le Congo, réaliser les statuts cibles, c'est-à-dire tuer l'État, l'affaiblir pour mieux l'exploiter. Et en même temps, le génocide est en train d'être réalisé. Plus de 3 millions de Congolais dispersés, tués, etc. Et donc la MONUC agit de façon... pour moi, je considère que cette réaction est intéressante parce que la MONUC n'ignore pas que le Congo est affaibli par l'accord global inclusif, totalement affaibli. Et que le président de la République, il doit justement faire preuve de ressources particulières pour pouvoir agir dans ce contexte. Et à mon avis, il devrait réexaminer un peu son entourage pour pouvoir se doter d'autres compétences. Absolument, je crois que la plupart des faux pas que j'ai vus, faux pas en ce qui concerne la nomination dans la territoriale, l'avis à la Cour suprême de justice, avis qui a été donné mais dont on n'a pas tenu compte, finalement, après avoir coulé beaucoup d'encre, pour rien. La lettre adressée au Parlement, pour rien également. Même la lettre adressée à la Cour pénale internationale, alors que c'est elle-même qui avait demandé des avis. Donc il y a un certain nombre de dossiers qui me semblent... Vous êtes en train de vous dont la gestion... dont la gestion commande qu'on revoie un peu cet entourage-là, et en particulier ce qui se passe maintenant. Parce que ce qui se passe maintenant procède d'une mauvaise gestion, ou bien d'une absence de gestion prospective de ce qui s'est passé, notamment avec la découverte des caches d'armes. Parce que Moutebouzi aujourd'hui prouve que la gestion n'a pas été prospective. Parce que si la gestion avait été prospective, Moutebouzi ne serait pas là, en train de narguer et la communauté internationale, la communauté nationale, en particulier l'armée congolaise. Moutebouzi a agressé le commandant de la 10e République, Nabiolo, qui est en vie aujourd'hui par la grâce de Dieu, et dont les collaborateurs sont morts. Mais comment cet homme est en liberté aujourd'hui? Qui est le commandant suprême des forces armées? N'est-ce pas le général-major Joseph Kabila? Mais vous voulez qu'on parle de qui? Nous, on ne peut pas, on n'est pas... Oui, on regrette beaucoup, on doit s'adresser à celui qui est le commandant suprême des forces armées, le chef de l'État,
et les chefs du gouvernement, parce qu'il n'y a pas un premier ministre ici. Vous n'êtes pas sans savoir. Les vice-présidents ne sont pas des premiers ministres, sont à la limite Vous n'êtes pas sans savoir que dans les contextes politiques actuels, par rapport à l'accord global et inclusif, même si vous avez insisté sur les leaderships nécessaires, il y a un leadership plutôt au sein de l'espace présidentiel et que les décisions se prennent de façon concertée sur toutes les grandes questions qui intéressent la vie de la nation. Mais la question est de savoir... Excusez-moi. Oui. Si vous voulez me laisser aller au bout de ma question, allez-y, je vous en prie. La question est de savoir pourquoi justement, par rapport à l'analyse que vous faites à l'instant, puisqu'on parle des dissidences au sein de la nouvelle armée, il y a des officiers comme les colonels Moutebouzi dont vous parlez, et même le colonel Kassongo et un autre qui serait le général Nkunda, qui serait en divagation dans la région, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, et qui ne se reconnaissent pas du reste de l'armée et même des autorités gouvernementales à Kinshasa. Bon, d'abord vous parlez de concertation, ensuite je vais revenir à ça. Moi je rappelle que le processus est assez délicat. Si le président de la République s'en tenait à toutes les exigences constitutionnelles et de l'accord global inclusif, ben, il serait paralysé. Moi j'ai dit il faut beaucoup de subtilité, il faut beaucoup de doigté, il faut qu'il lise, n'est-ce pas, de ressources particulières pour s'en sortir. Parce que par exemple quand les événements, non s'il vous plaît, quand les événements éclatent à Bukavu, moi j'ai pas besoin de prendre les gants pour parler du président de la République, j'ai pas besoin de les flatter, je ne l'aiderai pas si je les flattais. Donc je vous informe que j'ai tenté hier de rencontrer le président de la République pour lui dire ça, comprenez. Donc je dois assumer mes responsabilités, parce que j'estime qu'en tant que citoyen de ces pays, leader d'opinion, ayant la confiance de beaucoup de Congolais, énormément de Congolais. Je viens de l'extérieur, je viens de participer au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. J'ai rencontré énormément de Congolais et qui me disent il ne faut pas arrêter de parler. Vous au moins vous parlez. J'ai dit je ne parlais pas pour vous, je parle parce que je crois que la parole nous a été donnée par Dieu pour créer ce qui n'existait pas. Dieu dit et la chose fut. Donc si nous ne parlons pas, personne ne parlera pour nous, on nous prendra pour des imbéciles et l'histoire nous jugera. Et donc j'ai les devoirs, moi, de faire ce que je fais là. Et donc je vous informe que j'ai tout fait hier. Je peux entendre le président lui-même qui sait que j'ai essayé de le rencontrer, notamment pour lui expliquer ça. J'ai dit donc quand j'insiste sur le président de la République, c'est parce que les institutions telles qu'elles fonctionnent maintenant ne lui permettent pas d'agir comme aurait agi un président qu'il était avant l'accord global inclusif. Alors il faut donc des ressources. Prenez quand les événements éclatent. Quand les événements éclatent, où est le bureau pour faire la concertation? Il est injoignable. Ça a été écrit dans les journaux ici. Injoignable. Donc le vice-président chargé de la politique et de la sécurité de l'armée n'était pas joignable par le président de la République, d'après ce que nous avons lu dans les journaux. Il se serait trouvé en ce moment-là à Bujumbura, non loin du lieu où était agressé le Congo par ses troupes. Ce sont des éléments, il faut les rappeler, du RCD. Ce qu'on appelle des dissidents, ce sont des éléments du RCD, pour la plupart des Rwandais, dont Moutebouzi. Et moi je préfère qu'on ne parle pas de dissidents, qu'on parle des insurgés, qu'on parle de l'armée régulière rwandaise. Les troupes dont on parle, les Kunda, les Chiribani, ils viennent d'où? Même si parmi eux, il y a quand même des Congolais qui se sont quand même vendus. On a eu des collabos au temps de l'occupation française, de l'occupation allemande, de l'occupation de la Belgique ou de la France par les Allemands. Donc c'est normal, tous les peuples du monde sont les mêmes. On a vu un peuple acclamer le maréchal Pétain et peut-être après acclamer De Gaulle. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait des Congolais qui s'associent aux Rwandais. Mais ce n'est pas pour autant que l'insurrection devient congolaise. Elle n'est pas congolaise, ce sont des Rwandais. La preuve, c'est qu'ils voulaient se rendre au Rwanda. Pourquoi? Ils ne voulaient pas aller à un autre endroit du Congo, mais ils voulaient se rendre au Rwanda. Donc, les insurgés sont en train de réaliser